Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan du mois d'octobre. Comme chaque dernier vendredi du mois, c'est Jean-François Bay de Cantalis qui sera avec nous pour ce tableau de bord des marchés en termes de performance. On notera que le mois d'octobre sera sans doute, il reste encore 1 ou 2 jours de trading sur les marchés. Le mois d'octobre s'annonce comme un mois positif pour les marchés actions, avec par exemple un indice CAC 40 qui a repris autour de 7% depuis le début du mois, malgré un contexte qui reste compliqué sur le plan de la conjoncture, sur le plan des risques politiques et géopolitiques, sur le plan des risques financiers également. Il y a quelques semaines à peine, on était encore en pleine crise potentiellement systémique au Royaume-Uni. Et puis les résultats d'entreprises qui apportent leur lot de déception. On l'a vu encore avec la chute d'Amazon après la publication de ses résultats, dans le sillage des chutes spectaculaires qu'on a pu observer sur Meta hier et puis un peu plus tôt dans la semaine. Les fortes baisses marquées également par Microsoft et Alphabet Google après les déceptions qui ont marqué les résultats de ces GAFAM, de ces grandes valeurs américaines de la technologie. Malgré cela, le mois d'octobre s'annonce comme un mois positif sur les marchés actions. Amazon lâche, donc je le disais, on attend une forte baisse pour le titre Amazon après des déceptions sur les perspectives de fin d'année en termes de vente. Et puis Apple avec quelques déceptions également sur le ralentissement à attendre là aussi sur les ventes de fin d'année. Apple tient toujours mieux que le reste des GAFAM. Le titre Apple d'ailleurs était plutôt annoncé stable après la publication de ses résultats hier soir. On suivra ça bien sûr à l'ouverture des marchés américains cet après-midi et puis grand débrief ce soir à partir de 17h dans l'émission. Enfin un mot de la macroéconomie pour vous dire qu'on a d'un côté une croissance qui a plutôt bien résisté en Europe au 3e trimestre, plus 0,2% pour la croissance française avec un effet, une contribution très positive des dépenses d'investissement, des CAPEX, alors que la consommation est plutôt stable. Et puis une belle surprise également sur la croissance allemande qui s'affiche non pas en négatif au 3e trimestre, mais en positif, plus 0,3%. La croissance tient et l'inflation, elle, n'apporte aucun répit. On l'a vu encore avec une accélération de la dynamique des prix en France, notamment pour le mois d'octobre, avec une inflation en données harmonisées qui dépasse désormais les 7% sur un an en France. Grand tableau de bord des marchés comme chaque dernier vendredi du mois en compagnie de Jean-François Bay qui nous accompagne aujourd'hui, le directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bienvenue. Quel est le bilan qu'on peut tirer du mois d'octobre en termes de flux financiers et de collecte? Alors on va noter l'inflexion du mois d'octobre, c'est assez notable pour être commenté. On a un mois d'octobre qui est positif sur les fonds obligataires, sur les fonds de taux. Donc on a un retour des investisseurs sur cette classe d'actifs. On donnera des exemples tout à l'heure. Mais globalement, en fait, ça reste un mois assez compliqué et globalement négatif. On a moins 5 milliards de collecte, donc on va dire proche de zéro. Je rappelle que le mois de septembre, c'était moins 75 milliards avec une décollecte forte sur les actions et sur les fonds obligataires. On a à peu près, pour terminer le panorama, moins 400 milliards de décollecte, de sorties sur l'ensemble de l'industrie en Europe. Donc c'est une année, j'allais dire, un peu miroir, pas en négatif par rapport à ce qu'on a connu en 2021. En 2021, on avait terminé à plus de 450 milliards. Donc là, on repère tout ce qu'on avait gagné en 2021. Et pour terminer le panorama, on est donc sur une industrie qui perd globalement 400 milliards sur les flux, donc de sortie, moins 1000 milliards d'effets de marché, parce qu'il y a un effet baisse sur toutes les classes d'actifs, donc les actions, les obligations. C'est voilà. 20% de baisse et plus à peu près partout. Voilà, à peu près partout. Et donc ça donne en fait une année compliquée pour l'industrie, qui voit partir en fumée, j'allais dire, ces 1400 milliards. Avec une grosse partie d'effets de marché, et puis des investisseurs qui sont sortis. Alors quand on regarde le film La Dynamique, je rappelle que fin 2021, début 2022,
On est sur une sortie, j'allais dire, de 2021 exceptionnelle, de forte croissance et de delta de liquidité qui restait importante. Et donc, les investisseurs prennent peur sur la hausse des taux, sur l'inflation. Le thème, c'est l'inflation, c'est le leitmotiv. Et donc, du coup, les investisseurs commencent à sortir des fonds obligataires. Et donc, on voit début 2022 une sortie très forte sur des fonds obligataires, sur des fonds monétaires. C'est un peu plus de 250 milliards de sorties sur l'année 2022. Qui vient de s'arrêter, hein, on en parlera tout à l'heure, à date. Les actionnaires restent relativement zen. On en a parlé ensemble, tous les mois on fait le point, et on voit que finalement les investisseurs sur les actions restaient investis et on n'a pas vu d'hémorragie sur le premier semestre, sans doute parce que quand on parle d'inflation et qu'on avait des taux relativement bas, hein, le 10 ans américain devait être à 1,50 en début d'année, le taux allemand devait être proche de 0% sur le 10 ans, vous vous dites, il faut quand même que je puisse trouver du rendement et essayer de compenser l'inflation, typiquement classe d'actifs actions, classe d'actifs immobiliers par exemple. Donc on a ce film où la dynamique reste relativement positive, relativement résiliente sur des fonds actions. L'été arrive, changement de paradigme, on commence à parler de récession parce que les banques centrales y vont très fort, sortent le bazooka, il y aura du chômage, ça va être dur, ça va être pénible, mais il faut absolument casser ce rythme inflationniste. Et donc les investisseurs entendent ce message, mettre un petit peu de côté la partie inflation, essayent de se projeter sur 2023 en se disant, si on a une récession, on va effectivement avoir une période difficile pour des entreprises et donc commence à sortir des fonds actions. C'est moins 15 milliards sur le mois d'octobre, c'était moins 25 milliards sur le mois de septembre. Et donc on a un petit peu ce mouvement qui s'est cristallisé à partir de l'été. C'est intéressant parce que l'été a correspondu à un violent rebond des marchés actions. Alors je rappelle le schéma, l'idée que la récession allait freiner à un moment la remontée des rendements et que donc mécaniquement la baisse des taux soutenait la valorisation des marchés actions. Vous dites, les investisseurs, ils ont profité de ce rebond pour sortir justement des actions, ce qu'ils n'avaient pas fait jusqu'au mois de juin, hein, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Le mois de juin restait relativement positif. On a un genre de bear market rally et à partir de l'été, il commence à sortir et ça s'accélère en septembre et encore en octobre. Je pense qu'il y a un phénomène un petit peu quand on revient au price earning d'investisseurs qui se disent s'il y a une hausse des taux, on revoit les valorisations, on revoit l'EP, le price et le cours sur bénéfice en français. Donc on va revoir cette partie cours et donc les investisseurs, les actionnaires revoient les valorisations de leur portefeuille. Et donc on a cette baisse de marché liée à la hausse des taux. Et se pose la deuxième vague, le earnings, la sortie des bénéfices, où on se projette sur 2023 en disant j'achète quand même les bénéfices. Donc s'il y a récession, il y aura baisse des bénéfices. Donc finalement, on s'attend à une deuxième vague de baisse et on est à la recherche un peu des indicateurs sur telle ou telle entreprise de tech, hein, vous voyez Facebook, Amazon, etc. On regarde si les résultats et les bénéfices seront en ligne et donc on attend cette vague de baisse et avec un discours qui était quand même assez négatif de la part des gérants qui attendaient le pire. En revanche, du coup, si on parle récession, tiens, les obligataires ont chargé le fusil, ils ont la poudre sèche, ils sont sortis, donc ils se disent, tiens, c'est peut-être le moment de rentrer. Le monétaire, puisque les fonds monétaires collectent, la BCE vient d'augmenter les taux à 1,5, le Euribor 3 mois délivre du 1,60%, 60% c'est mieux que du négatif, je peux peut-être commencer à revenir sur des fonds monétaires. L'obligataire emprunt d'État, il paraît que l'Italie délivre du 4%, ou les États-Unis délivrent du 4%, ou l'Angleterre, 4% dans l'absolu, ça ne compense pas l'inflation, mais à long terme, sur 10 ans, ça peut être intéressant d'y revenir. Le crédit qui a souffert en liaison avec la révision des valorisations actions, c'est du 6 et quelques de spread sur le crédit Trax Crossover, donc sur le high yield. 6 plus 4, ça fait 10. Tiens, 10% de rendement sur du high yield. Ça se regarde. Et 10% de rendement sur du high yield pendant 5 ans, c'est mieux qu'un fonds en euros qui délivre du 1%. Alors, ça couvre pas mal de risques à ce niveau-là. Ça couvre pas mal de risques. Je vous ai donné des exemples. J'ai regardé les portefeuilles des fonds high yield. Du Lufthansa 2028, c'est 7,30% de rendement jusqu'en 2028. On voit les résultats des compagnies aériennes encore aujourd'hui avec Air France. C'est pas mal. L'Oxam qui loue du matériel aux entreprises, du 2027, c'est 8,5% de rendement jusqu'en 2027. Du Renault
2026, c'est du 7,5. Du Eramet 2025, avec les tensions sur les matières premières et le nucléaire, c'est du 8,30. Donc ça se regarde. Et donc du coup, comme les particuliers ou les réseaux ne peuvent pas rentrer dans des obligues... On ne peut pas faire de bond picking quand on est particulier. C'est un peu compliqué. Plus compliqué. C'est faisable dans beaucoup de pays comme en Italie, ce n'est pas faisable en France. Et donc, du coup, on demande aux gérants obligataires de lancer des fonds à échéance, ou en tout cas de revenir sur des fonds à yield crédit pour pouvoir capter. Et donc, c'est à ce à quoi on assiste en ce moment. Donc, peut-être pas revenir, le message c'est peut-être pas forcément revenir sur les actions encore tout de suite, il y a peut-être encore des incertitudes, en tout cas c'est ce que nous dit le marché, mais en tout cas sur les obligataires... Les produits à taux fixe. Produits à taux fixe. Voilà. L'autre élément qui est intéressant, c'est vous avez vu la petite musique des banques centrales qui distille le message, bon, on a quand même été assez fort. Peut-être qu'il va falloir mettre un peu d'eau dans notre vin et on va peut-être faire attention. J'ai la Banque du Canada qui, fait, au lieu de sortir 0,75, a augmenté de 0,50 dans un discours qui dit fin de son cycle de resserrement monétaire. Donc elle parle quand même de fin de cycle. Donc, et on a vu aussi la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, qui avait refait un virage à 180 degrés aussi assez rapidement. Donc les banques centrales sont pragmatiques, les marchés en tiennent compte et ils se disent... Bon, on va peut-être avoir cette gestion pragmatique, pas aller trop loin pour les États, parce que si vous augmentez trop les taux et que l'Italie ou la France se trouvent en difficulté, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Pour les entreprises et pour les ménages, crédit immobilier, le coût de financement globalement des agents économiques repartant à la hausse, on va avoir une récession et puis de la casse. Il va y avoir un impact. Un impact. Ouais. Et donc, voilà, on est dans le fine-tuning et donc les marchés sont en train d'en tenir compte. Bon. Intéressant, non, mais ce mois d'octobre est riche d'enseignements, on verra, et tout ça doit être encore confirmé effectivement dans les prochaines semaines et les prochains mois. La semaine prochaine, la Fed tiendra sa réunion de politique monétaire, on verra, et tout le monde guettera effectivement, au-delà des 75 points de base qui sont encore attendus, s'il y a le début du commencement d'une inflexion dans le discours de la Fed pour la réunion du mois de décembre, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire du match qu'on suit avec vous entre gestion active et gestion passive sur les marchés actions, notamment, Jean-François ? C'est la gestion passive qui continue à gagner le match de boxe. Ils ont des points d'avance déjà sur 2022 et ça continue. Donc, très forte résilience des fonds, des ETF. Donc des fonds indiciels cotés en bourse. Il y a un peu de dissonance quand même, parce que moi j'entends beaucoup, alors évidemment chacun prêche pour sa paroisse, mais beaucoup de gestionnaires d'actifs qui remettent en avant quand même l'idée de forte dispersion de marché égale stock picking. C'est un marché de stock picker, en théorie, en tout cas. Dans les flux, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, c'est pas ce qu'on observe dans les flux. Donc, les investisseurs, si vous revenez sur une partie obligataire, typiquement emprunt d'État crédit, l'ETF obligataire est quand même l'outil, le véhicule plus intéressant. En disant, tiens, je refais un iShares Corporate, Euro, etc., ou emprunt d'État, et c'est ce qui est joué aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas structurel, c'est peut-être à un instant T pour repousser des choix plus stratégiques dans le portefeuille, mais aujourd'hui, les investisseurs font beaucoup appel aux ETF. Je vais vous donner un chiffre, Grégoire. Sur 8 ans, sur 5 ans, depuis le début de l'année, il y a à peu près 10% des fonds actifs qui surperforment leur indice. 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% des fonds actifs qui sont en dessous de leur indice. Si vous prenez aujourd'hui les actions françaises, il y a 10 fonds sur les 100 fonds, il y a 10 fonds actifs qui surperforment l'indice, et ensuite vous avez des ETF, des ETF, des ETF. Donc c'est un message qui est aussi compliqué pour des investisseurs qui se disent je vais faire appel à des gestions actives, mais qui pour l'instant, dans un environnement compliqué, s'en sortent pas si bien que ça. J'en veux aussi pour preuve une sorte de dichotomie entre ETF d'un côté et fonds très très actifs de l'autre. Private equity, immobilier, infrastructure. Donc les investisseurs ont un peu une barbellisation, j'allais dire, de leur portefeuille sur si je veux vraiment des gérants de conviction en actions, je vais investir dans le private equity. Dans mon côté. J'ai un PER, j'ai 20 ans devant moi et je peux peut-être mettre une petite partie de mon côté. Merci beaucoup Jean-François pour cet éclairage mensuel qui prend une dimension particulière au terme de ce mois d'octobre. On l'a vu, cette inflexion sur un regain d'appétit pour les produits à taux fixe et pour les marchés obligataires dans un contexte où l'idée d'une récession avance désormais après un choc monétaire sans précédent sur les 6 derniers mois. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, qui était avec nous en plateau comme chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse.
On va poursuivre cette discussion dans cette idée que le marché obligataire offre à nouveau un terrain d'opportunité pour les investisseurs, du monétaire aux produits à taux fixe sur le high yield par exemple, sur le crédit spéculatif. C'était le sujet de la discussion que nous avions en tout début de semaine avec le président du directoire de Fédéral Finance Gestion, Alain Guélénoc, qui était avec nous en plateau. Un nouveau paradigme, oui, en tout cas, c'est un changement profond, structurel, qui rebat les cartes complètement pour les investisseurs, pour les épargnants. Juste quelques mots. Il y a quelques mois, on était en taux négatif quand on avait de la trésorerie. Les grandes entreprises internationales, les gros institutionnels investissaient leur trésorerie à taux de rendement négatif. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui va nous amener autour de 2% sur un fonds monétaire ou sur l'Ester à horizon de la fin d'année. Donc c'est déjà un gros choc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les taux d'intérêt long terme ont retracé, ont monté en 9 mois d'un niveau sur lequel ils avaient baissé pendant 10 ans. Peu ou prou, on est revenu au niveau d'il y a 10 ans sur les taux long terme. C'est un choc que nous n'avons jamais vu depuis 1994 et c'était une autre période, une autre époque, mais enfin c'est un choc très important. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que les primes de risque sur tous les émetteurs obligataires se sont reconstituées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un émetteur qui emprunte, quel que soit son secteur, il est obligé de payer ce qu'on appelle un spread de crédit qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques mois. La conséquence de tout cela, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on retrouve des taux d'intérêt qui rémunèrent très correctement l'épargne. On a fait des placements cette année à des taux largement supérieurs à 4% sur des obligations investment grade, sur des maturités de 5-6 ans. C'est le top de la courbe des taux. Bref, on retrouve de la valeur sur le marché obligataire. Donc ça permet déjà, pour les investisseurs institutionnels, de se trouver des belles opportunités et pour nous, en tant que société de gestion, de proposer des nouveaux produits à nos clients. Donc on y reviendra. Ça redonne de la créativité, ça réoriente les flux d'épargne très clairement. Oui, on va revenir sur ces opportunités d'investissement que cette situation permet de retrouver aujourd'hui pour différentes catégories d'investisseurs, institutionnels, mais aussi peut-être des investisseurs privés particuliers, Alain. Est-ce que la situation est stabilisée? Parce qu'effectivement, ça fait 10 mois qu'on se dit, bon, les taux vont monter jusqu'à 2,5, jusqu'à 3, jusqu'à 3,5. On est à plus de 4 aujourd'hui sur la courbe des taux aux États-Unis. Évidemment, plus le temps passe, plus on imagine qu'on arrive au point d'arrivée. Mais on a quand même, vous le disiez vous-même, un drawdown, un crack obligataire de plus de 20%, je crois, du pic au creux. Ce qui, dans l'histoire, en tout cas, il faut remonter plusieurs générations en arrière pour imaginer à nouveau un tel scénario. Est-ce que la situation est à peu près stabilisée? Je pense que c'est prématuré de dire que la situation est stabilisée. Une bonne partie du mouvement a sans doute été fait. En tout cas, si on regarde les guidance de la Fed et de la BCE, on a l'impression que les choses sont assez claires, sont écrites. Après, depuis quelques jours, par exemple, les taux long terme se redétendent parce qu'on va vivre au rythme des chiffres économiques qui vont sortir, des nouvelles politiques aussi, qui ont joué un rôle important dans la période récente. Donc, pour moi, la situation n'est pas encore suffisamment clair pour se stabiliser. Donc il va y avoir des allers-retours. Confère ce que nous avons vécu au mois de juin, souvenez-vous, les taux d'intérêt se redétendent pendant le mois de juillet, et puis à la rentrée, à partir du mi-août, ça se retend. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un deuxième épisode de ce type-là? J'en suis pas certain, je ne sais pas. Et objectivement, je pense que Malin est celui qui sait le dire. Donc la situation n'est pas stabilisée. Mais justement, le fait que cette situation nous ait permis de prendre de la hauteur, on retrouve des opportunités. Donc la créativité, comme je le disais, elle est là. Pour des particuliers aujourd'hui, beaucoup de banques, d'asset managers proposent des fonds à échéance. On retrouve de la valeur. Des fonds à des taux à 4-5% sont tout à fait possibles, voire même au-delà pour du rendement. Les assureurs vie retrouvent des taux d'intérêt pour investir qui sont supérieurs au taux de leur tombée. Donc ça y est, enfin, le taux du fonds en euros est en train d'être relué. Donc on retrouve de la hauteur. Et puis enfin, on pourrait parler de produits structurés, mais on a des tas de choses. Oui, bien sûr. Mais on va reprendre les points dans l'ordre. Donc je comprends. On est encore dans une phase peut-être de turbulence, une phase de transition vers ce nouveau régime de marché qui offre déjà des opportunités d'investissement. Je reprends un peu dans l'ordre et dans la hiérarchie des risques d'une certaine manière, Alain. Le monétaire, oui, moi
je ne sais même pas si un jour dans ma carrière, j'ai parlé de l'intérêt du monétaire. Ça fait environ 10 ans que j'observe les marchés, donc je suis la génération QE Forever, évidemment, et j'ai pas eu l'impression que ce type de produit, j'en ai pas entendu beaucoup parler depuis 10 ans. Là, je n'entends plus que parler du monétaire comme étant une première étape pour l'investisseur. Non, c'est une bénédiction aujourd'hui. Vous venez sur des fonds monétaires, faites des placements court terme, vous avez une trésorerie qui est rémunérée. Alors, elle est en taux réel négatif pour l'instant. Je pense que dans les mois qui viennent, justement, si les banques centrales réussissent leur action, on devrait retrouver du taux positif. Taux réel positif et avec une liquidité quotidienne. C'est formidable. Moi, j'ai connu la belle époque des fonds monétaires à plus de 10%. Franchement, c'est un bon refuge pour l'épargne. Et aujourd'hui, vu la période de récession qui se profile, ça risque, je pense que ce sera un déplacement privilégié par pas mal d'investisseurs parce que ça les met à l'abri des turpitudes des marchés à risque. Donc très clairement, oui, c'est une belle opportunité. Partant du monétaire, là, quelles sont les autres opportunités qui s'ouvrent dans l'échelle des risques J'ai parlé des fonds à échéance. Les fonds à échéance, c'est vraiment des produits intéressants en ce moment parce que voilà, ça permet de bloquer un placement sur une certaine durée. Je mettrai juste un bémol, c'est sur la liquidité. On a un marché obligataire qui a quand même perdu de sa liquidité maintenant depuis quelques années, notamment du fait que les banques centrales vont diminuer leurs interventions sur le marché obligataire, la BCE en grande partie, et que les market makers sur le marché obligataire sont moins actifs. Donc la liquidité, il ne faut surtout pas s'aventurer en fait sur le marché obligataire lorsqu'on est un particulier et qu'on part la fleur au fusil acheter des obligations. Si on a la volonté de sortir d'ici quelques mois, c'est à éviter. Parce que c'est vraiment un marché réservé à des professionnels, donc je déconseille fortement. Mais les fonds à échéance sont des très beaux produits promus par pas mal de sociétés de gestion. De quel type d'échéance on parle? Quel type d'émetteur on a envie d'avoir dans ces fonds? Est-ce qu'on veut loquer sur une courte période peut-être du taux high yield d'une certaine manière? Est-ce qu'on préfère peut-être avoir des échéances plus longues avec du taux de meilleure qualité, investment grade? Alors les deux sont possibles. Alors mes collègues de Shell Sherbrand Gestion vont sortir un fonds à échéance 2027-2028 sur du haut rendement. Et ce sont des spécialistes du rendement, donc on peut leur faire confiance pour bien gérer le risque, avoir des portefeuilles très granulaires, etc. Donc je pense qu'on va avoir des promesses de rendement qui seront de 6-7%, voire au-delà. Donc c'est quand même des produits, je vous dis, qui offrent réellement une possibilité. Après, pour un client qui est plus conservateur, plus prudent, on va aussi faire des fonds à échéance investment grade. Ça sera par exemple nous ce qu'on va faire chez Fédéral Finance Gestion. On va certainement sortir un fonds à échéance qui sera plutôt sur du green bonds parce qu'on a toujours ce souci aussi de la diversité et de l'impact de nos investissements. Donc voilà, ça, les deux sont possibles. Donc selon la typologie du client, son souci de préserver l'environnement, sa volonté de prendre du risque ou pas, c'est possible. En général, ce seront quand même des fonds sur des échéances 5-6 ans, parce qu'encore une fois, c'est là où on a le pic de la courbe des taux. Ça me semble le meilleur couple rendement-risque compte tenu de la situation actuelle des marchés. Ça peut évoluer aussi d'ici quelques semaines, mais en tout cas aujourd'hui, c'est ce que je verrai comme possibilité. Vous évoquiez également l'actif général, le fonds euro. Là aussi, à partir de quel moment est-ce qu'on va voir l'effet relutif justement de cette hausse des taux qui permet, comme vous l'avez indiqué, aux assureurs de réinvestir avec de meilleurs rendements que ce qu'ils avaient dans le passé? On est déjà en train de reluer le taux, puisque, comme je l'ai indiqué, nos investissements actuels sont supérieurs au taux des taux. Bon, simplement... Très nouveau. Pendant 10 ans, c'était l'inverse. Chaque fois qu'on réinvestissait, le taux était toujours plus bas. La dernière fois que je l'ai vu, c'est en 2012, lors de la crise des dettes souveraines, où on avait réussi à augmenter le taux de rendement du portefeuille. Mais vous voyez, ça fait 10 ans. Cette année, ça y est, ça se renouvelle, c'est une bonne chose. Et là, j'ai l'impression que c'est plus profond, plus long. Alors, ceci étant, quand vous avez un actif dont la maturité moyenne est de 6 à 8 ans, il n'y a qu'une partie du portefeuille qui est renouvelée chaque année. Donc ça met du temps à se déployer, le rendement. Donc l'effet relutif, il va se déployer sur plusieurs années. Donc on va le sentir petitement, je dirais, sur l'année 2023, les rendements Les assurants vont vouloir montrer qu'il se passe quelque chose, quand même. Oui, sans doute, oui. Je ne suis pas assureur. Non, bien sûr. C'est la décision de l'assureur, mais très clairement, oui, parce que la compétition de l'épargne bancaire rémunérée va être forte. Bien sûr. Et il va falloir quand même préserver nos avoirs. Donc ça devrait aider, sachant que l'assurance vie garde énormément d'attrait par ailleurs. Donc malgré un rendement
qui va avoir du mal à se déployer et d'impacter la hausse immédiatement, ça reste quand même un placement, le placement préféré. Mais bien sûr. Et cette inertie, oui, elle va jouer quand même sur plusieurs années. Donc ce mouvement-là, il va comme vous le disiez, il va se déployer sur plusieurs années. On entend beaucoup parler aussi du retour des produits structurés. Tout à fait. Alors moi, j'ai connu une période où ces produits-là étaient quand même un peu décriés parce qu'il y a eu peut-être des erreurs de fait, hein, on va le dire comme ça. Il y avait un côté boîte noire, en tout cas dans la perception des investisseurs finaux. Pourquoi est-ce que c'est un bon moment, là, aujourd'hui, pour revenir peut-être sur des produits structurés? D'abord parce que la hausse des taux des taux et de la volatilité nous redonne de la valeur pour créer des produits structurés. On passe en fait de produits qui étaient à capital protégé vers des produits qui sont à capital très protégé, voire à capital garanti. On retrouve de la créativité, de la possibilité de vraiment de faire des beaux produits structurés. Chez Fédéral Finance Gestion, on a lancé récemment un fonds autofocus transition climat labellisé. Premier fonds à formule labellisé en France et qui offre 6% de coupons garantis les 2 premières années. Ensuite, il y a une protection sur le coupon et au bout de 9 ans, on est remboursé avec une protection qui est très sécure. Donc, on retrouve ce type de produit qui vraiment permet d'adresser les demandes de clients qui sont à la recherche de compléments dans leur portefeuille, mais aussi avec du rendement qui est, comme vous le voyez, c'est quand même intéressant, 6%. Donc, on ne pouvait pas faire ça. Il y a presque 6 mois, on ne pouvait pas le faire. Et là, brutalement, on retrouve ces capacités de créativité. Au-delà de la logique de rendement, pour finir, Alain, comment est-ce que vous regardez l'investissement direct dans les marchés actions? On va en parler avec Delphine Arnaud d'Edmond Rothschild AM dans un instant, mais à ce stade, ce 26 octobre 2022, comment vous regardez l'idée de l'investissement en actions en direct? 2 choses. Les PE sont relativement bas, avec un doute sur l'évolution des résultats des entreprises. Ça dépendra de l'ampleur de la récession qui s'annonce. Donc, première chose. Donc, en termes de PE, en tout cas, ça semble plutôt pas mal. Les primes de risque, comme je vous le disais, elles ont été reconstituées sur le marché obligataire. Et quand on regarde les primes de risque des marchés actions comparativement au marché obligataire, il me semble qu'aujourd'hui, cette prime de risque n'est pas suffisamment protectrice pour le marché actions. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être extrêmement sélectif sur les actions. Mais en même temps, c'est sûr que si on a une bonne surprise, vu l'anxiété actuelle des investisseurs, vu le fait que les marchés ont corrigé énormément, on pourrait avoir des rebonds assez surprenants. Donc, il y a un peu d'asymétrie là aujourd'hui. Et en fait, on revient à la question que vous posiez initialement, quelle sera l'attitude des banques centrales? Et c'est ça qui donnera le là du marché action. Alain Guélénoc, le président de Fédéral Finance Gestion, qui était avec nous en début de semaine, un des invités de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.